Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Louis Hull. Je suis le coordonnateur des instituts du Centre Franco et je suis aussi responsable de la série de conférences Propulsion. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir à la formation qui a comme titre Se salir les mains, une aventure de STIAM aux instituts en continu. Alors, nous sommes choyés, honorés ce soir d'avoir avec nous Dominique Tremblay qui sera notre formateur. Je vous rappelle que vous pouvez, les instituts en continu, c'est une série de formations qui ont débuté à partir depuis le mois d'août dernier. Alors, il est toujours possible pour vous d'aller voir les sessions précédentes. Les enregistrements se retrouvent sur le site du Centre Franco. Alors, vous êtes invités. Ce soir, comme le tout est enregistré, si vous ne voulez pas que votre belle figure apparaisse dans la vidéo, eh bien, on vous demande d'éteindre votre caméra. Par contre, vous pouvez utiliser votre micro en tout temps. Pendant que vous écoutez, on vous propose qu'il soit en sourdine, mais autrement, soyez libre de prendre votre micro pour nous poser des questions ou encore utiliser la boîte de clavardage. Alors, à tout le monde, je vous souhaite une belle soirée, une bonne formation et directement d'une serre en Ontario, je passe la parole à Dominique. C'est à toi. Parfait. Bien, merci beaucoup, Louis. Comme vous voyez, je suis directement dans une serre, comme dirait Louis. Cette série d'ateliers-là, vous voyez le titre ici à l'écran, c'est une série d'ateliers, comme Louis a dit, qu'on a commencé en août dernier, avec un atelier en général où on parlait de qu'est-ce que c'est l'approche STIAM, qu'est-ce que c'est de mettre l'élève au cœur de l'apprentissage des sciences. Et on a gardé cette thématique-là tout au long de l'année, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de se déplacer à différents endroits pour rendre ça le plus réaliste possible. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas participé à l'atelier au mois d'août passé, il n'y a pas de problème. Je vais prendre le premier 10 minutes pour vous résumer l'atelier du mois d'août passé. Et ensuite, on va se lancer dans cet endroit ici qui s'appelle le jardin. Comme j'ai mentionné pendant qu'on était en train de se préparer pour l'atelier, lorsque j'ai regardé Atelier dans le jardin le 6 avril, j'habite quand même à Belleville, je ne suis pas dans le Grand Nord, mais je me disais, mon jardin, évidemment, il n'y a pas encore grand-chose, donc je remercie la ferme locale ici. C'est une ferme où je me procure mes beaux légumes, ma laitue, mes épinards, mon kale, mon chou vert frisé. Je me procure tout ça à l'année longue. Donc, vous voyez qu'on est en serre ici. Ils cultivent à l'extérieur et en serre. Donc, je les remercie beaucoup dans la région de Frankfurt, en Ontario, la ferme Natural Themes Farm, qui m'a permis d'utiliser leurs installations pour faire notre atelier aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore pris le temps de remplir le formulaire pour indiquer votre présence, veuillez prendre le temps de le faire. Vous voyez l'adresse à l'écran, mais je sais que Louis va recopier-coller mon lien dans la zone de clavardage. Prenez quelques instants pour aller le remplir. Nous, ça nous permet de confirmer le nombre de participants qui étaient ici à l'atelier ce soir. Donc, ça serait grandement apprécié. Ceci dit, je me présente. Moi, c'est Dominique Tremblay. Je suis un fou des sciences, des STIAM. Depuis un jeune âge, je m'intéresse à faire des sciences et je m'intéresse à ce qu'on appelle les sciences où on est près de la réalité, on est proche du quotidien, où l'élève voit un lien entre ce qu'il apprend en salle de classe et ce qui se passe dans sa vie courante. Donc, dans le cadre de mon travail, j'ai été pendant 13 ans en salle de classe avec les enfants, les élèves au primaire et au secondaire dans la région de Trenton, en Ontario. Et là, ça fait 12 ans que j'offre des ateliers, du soutien au Centre Franco, au conseil scolaire et aux différents organismes qui œuvrent dans le domaine des sciences. Et j'adore aussi la robotique et le codage. Donc, on va en parler aussi. Ce soir, je ne peux pas vous cacher que depuis notre dernière rencontre, le nouveau programme cadre de sciences est sorti, donc ça va être difficile de l'ignorer. On va prendre quelques instants pour s'approprier les points saillants de ce nouveau programme de sciences et voir comment l'approche qu'on utilise ce soir se marie très bien avec ce nouveau programme de sciences. À la fin de l'atelier, qu'est-ce que vous devriez en retirer? Bien, premièrement, vous allez comprendre, et ça, on en a parlé au mois d'août passé, mais on a continué à en parler, le problème d'avoir ce qu'on appelle un laboratoire ou une salle de sciences à l'école. On va voir pourquoi c'est problématique. On va en reparler dans quelques instants.
On va aussi regarder les habiletés du processus. Et je vais souvent me référer à la fiche gratuite que vous pouvez télécharger en ligne sur le site de Smarter Science ou Éducation. Les fameuses habiletés que tout élève devrait acquérir pendant son élémentaire, son parcours élémentaire et son parcours secondaire. Ça, ce sont vraiment des habiletés scientifiques. Comme par exemple, à la fin, l'élève devrait être capable d'observer, de se poser des questions, de faire des inférences, de faire une entrevue, de comparer, de distinguer, d'échanger, de défendre son point de vue. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont utiles aux sciences, mais qui sont utiles aussi à toutes les matières. Donc, souvent, quand on va parler d'expérience ce soir, on va parler d'activités, de technologie à faire avec les élèves, on va se référer à ces habiletés-là. Parce que moi, qu'un élève se souvienne du nom d'une plante, ou qu'il se souvienne de la masse de la Terre, ou qu'il se souvienne de la vitesse de la lumière, je m'en fous. À l'âge adulte, il peut toujours aller rechercher cette information-là s'il ne s'en souvient plus. Mais ce qui est important, c'est qu'il développe ces habiletés-là qui vont être utiles tout au long de sa vie. Donc, on va reparler beaucoup du processus de la démarche scientifique. On va aussi regarder les endroits où, dans un jardin comme celui où on se retrouve ce soir, comment est-ce qu'on peut faire des sciences? Et vous voyez, j'ai mis le mot « faire » en caractère gras. On ne fait pas juste parler de sciences, on ne fait pas juste lire au sujet des sciences, on va faire des sciences. On va établir les liens entre le programme et le nouveau programme d'études et notre jardin. Et finalement, on va regarder quels sont les apprentissages utiles pour l'élève lorsqu'il va être à l'âge adulte. Quelles sont les choses qu'un élève a vraiment besoin pour bien fonctionner en société, pour bien respecter l'environnement, pour bien vivre sa vie? Quels sont les concepts de science, quelles sont les habiletés qu'un élève a vraiment besoin? Donc, les apprentissages utiles. Pour ceux qui ont fait mon atelier au mois d'août passé, et ça, je l'ai répété à chacun de nos ateliers parce que c'est super important, là, je vous fais un court résumé de l'atelier de l'été passé. Premièrement, on évite les stéréotypes en sciences. Le fameux vieux monsieur avec la barbe blanche et les cheveux fous là, et son bécher, on essaie d'éviter ça. Parce qu'un élève, quand on lui présente ça comme modèle de scientifique, l'élève ne se reconnaît pas. Nos élèves sont très différents et on célèbre cette diversité-là chez nos élèves et on ne veut pas qu'un élève pense que pour être un scientifique, il faut être un vieux monsieur mâle hein, avec des cheveux fous et être âgé. Là. On veut que l'élève réalise qu'il peut être un scientifique ou qu'elle peut être une scientifique, peu importe son âge, peu importe ses origines, peu importe ses intérêts, tout le monde peut faire des sciences. Donc, changez-moi le stéréotype. Je sais que c'est facile hein, quand on cherche des clip arts pour mettre des images, pour mettre dans nos fiches qu'on prépare pour les élèves. C'est facile de revenir au stéréotype du vieux scientifique. On évite ça. Donc, nos élèves, comme vous voyez, ne se reconnaissent pas dans le vieux scientifique. Et aussi, un autre message clé de la formation de cet été, on veut se reconnaître en tant que scientifique. Dès la première année, dès la maternelle, n'ayez pas peur d'appeler vos élèves des scientifiques. Ils ne sont pas juste des élèves. Ils sont des scientifiques parce qu'ils utilisent les habiletés des scientifiques. Ils vont faire des observations, ils vont se poser des questions, ils vont faire des inférences. Puis, si on peut commencer dès un jeune âge à les appeler scientifiques, tu es un scientifique, tu es une scientifique, tu penses, tu travailles, tu explores le monde autour de toi comme un scientifique, je pense qu'on va prendre une grosse longueur d'avance et on va créer un intérêt pour les sciences chez nos élèves. Ça ne sera pas de l'air de quelque chose qui se passe dans la salle que vous voyez en ce moment à l'écran, le fameux labo de sciences au secondaire et souvent la salle des sciences à l'élémentaire. C'est un environnement trop hermétique. Les élèves ont l'impression que le seul endroit pour faire des sciences, c'est dans cette salle spéciale-là. Tandis que dans ce qu'on a fait, on a exploré les différents endroits où on peut faire des sciences qui ne sont pas nécessairement le labo. Et dans l'atelier l'été passé, on a vu que maintenant, c'est facile d'apporter le labo à l'extérieur, hein, que j'utilise un laptop, une tablette, un téléphone cellulaire, un appareil photo,
des petits instruments de mesure. Tout est miniaturisé de nos jours et on peut commencer à prendre les instruments qu'on trouvait dans une salle de sciences et dans un labo et les amener avec nous. Hein, les amener sur le terrain, dans le jardin, dans la cuisine, dans le garage. Hein, ça, ce sont différents endroits où on a exploré les sciences tout au long de l'année. J'ai adoré faire cette série-là parce que ça m'a amené à des endroits tellement différents. Oui, ça l'a amené ces lots de difficultés qui peuvent arriver en salle de classe aussi. Hein, on a eu une tempête de pluie 1 minute avant que l'atelier commence l'été passé lorsqu'on le faisait sur la plage. On a vécu ça. On a eu des endroits où l'Internet était moins bon. On a eu des défis. Et ces défis-là risquent de vous arriver aussi en tant qu'enseignante ou enseignant quand vous travaillez avec les élèves. Et c'est normal et ça fait partie de la vraie vie. Amener l'élève à avoir de la résilience et être capable de s'adapter quand il arrive des choses comme ça, ce sont des bonnes habiletés. Dans le laboratoire, habituellement, les expériences sont tellement toutes organisées et stériles que les expériences vont toujours fonctionner à la perfection. C'est tout arrangé, l'élève a ses résultats parfaits. Dans le vrai monde, il se passe des choses. Il y a de la résolution de problèmes, il y a des choses qui ne marchent pas bien et il faut trouver des façons de résoudre ces problèmes-là. Ça nous donne des contextes beaucoup plus authentiques pour travailler avec nos élèves. Et là, je vous pose une question. J'en ai nommé quelques-uns. Mais je veux voir si vous vous souvenez ou si vous pouvez penser, ceux qui n'ont peut-être pas fait les ateliers, peut-être vous pouvez penser à d'autres laboratoires. Puis là, je mets laboratoire entre guillemets, là, des laboratoires où on pourrait faire des sciences. On a parlé du garage, on a parlé du jardin, on a parlé de la plage. Je vous invite à les écrire dans la zone de clavardage. Moi, je vais tout de suite ouvrir la zone de clavardage. Quels sont les endroits où vous pensez qu'on pourrait faire des sciences avec nos enfants, nos élèves, qui se rapprochent un peu plus de leur quotidien? Donc, vous avez mentionné la forêt, la montagne, oui. Il y en a un qu'on n'a pas fait cet hiver puis que j'avais le goût de faire, mais on avait un nombre limité. Je voulais le faire sur la piste de ski. Il y a tellement de belles sciences sur la piste de ski. On aurait pu faire de la glisse, du ski, de la raquette dans la montagne. Une ferme, oui, vous avez raison. La cuisine, c'est un bel endroit. Le terrain de jeu, exactement. Donc, vous voyez que dans ces endroits-là, on avait vu qu'il se passait toutes sortes de concepts scientifiques utiles pour l'élève. Et l'élève, quand on utilise ces labos-là, comme je vois le parc qui vient d'apparaître aussi, quand on utilise ces labos-là, l'élève n'a pas la conception erronée que le seul endroit pour faire des sciences, c'est le lab, ou que le seul moyen de faire des sciences, c'est d'acheter des kits de sciences. Pour vous, d'une certaine manière, c'est plus facile parce que vous n'avez pas besoin de commander du matériel dispendieux. C'est un peu plus difficile parce qu'il faut s'organiser. Il faut venir à la ferme, il faut venir dans un jardin. On en a fait un de la conciergerie. J'ai essayé aussi d'aller dans des labs qui sont accessibles pour les écoles. Juste revenir ici. Donc, aujourd'hui, notre laboratoire, vous l'avez deviné, j'en ai parlé, vous le voyez dans mon environnement ici. On parle évidemment du jardin, un bel endroit pour faire des sciences. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi le jardin pour aujourd'hui? Bien, c'est que le jardin, premièrement, il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et il peut être démarré dans toutes les écoles. C'est souvent un projet qu'on entreprend à l'école de se faire un jardin intérieur ou un jardin extérieur. Et aussi, bien, si on a des élèves qui font de l'apprentissage à domicile, comme je sais qu'on a des enseignantes et des enseignants ici qui font de l'enseignement à distance, c'est quelque chose qui peut être fait à la maison. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, mes élèves vivent dans un condo au centre-ville de Toronto. On va voir que c'est possible aussi, même dans un condo au centre de Toronto, au centre-ville, de faire une certaine forme de jardinage. Donc, on va vouloir garder notre définition de jardinage quand même très ouverte, comme ça que l'élève qui ne vit pas en campagne à Plantagenet peut quand même faire les activités. Ça peut autant le faire en campagne à Plantagenet que dans le Grand Nord à Moosonee que dans le centre-ville de Toronto. On veut garder nos activités ouvertes pour ça. Aussi, ça nous offre des apprentissages qui vont être utiles tout au long de la vie de l'adulte. Être capable de se nourrir, être capable de faire pousser des plantes,
ce sont des apprentissages qui vont être utiles pour l'élève tout au long de sa vie. Aussi, ça nous permet d'explorer des métiers et d'en apprécier les connaissances. Hein? Il y a plusieurs élèves qui ont l'impression que pour être un scientifique, il faut faire une job dans un labo. Je pense que vous avez vu quand on a fait la conciergerie. On a eu une meilleure appréciation des connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour nos concierges. Quand on a travaillé dans le gymnase, on a eu une meilleure appréciation du travail et des connaissances scientifiques que nos athlètes et nos entraîneurs doivent avoir pour l'activité physique. Et là, je pense qu'on peut avoir une meilleure appréciation que les jardiniers, les fermiers qui produisent notre nourriture, les connaissances scientifiques sont nécessaires pour y parvenir. Et au niveau de nos domaines, je pense que je ne vous cacherai pas que le jardin nous présente énormément d'opportunités, d'occasions de couvrir notre domaine des systèmes vivants. Parce que, veut pas, les plantes qu'on a autour de nous, ce sont des êtres vivants. Mais aussi, ça nous permet de couvrir les domaines de systèmes de la Terre et de l'espace parce qu'on touche beaucoup le concept du sol dans ces domaines-là, surtout dans des années comme la 3e année, les roches et les minéraux en 4e année aussi. Donc, on parle beaucoup du cycle de l'eau aussi. Hein? Donc, tous ces concepts-là de sciences de la Terre, veut pas, étant donné que les plantes poussent dans la Terre, ça nous permet de couvrir ces domaines-là. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je vais aussi tenter d'intégrer les autres domaines. Et je serais curieux de savoir si vous pouvez commencer à l'écrire dans la zone de clavardage, à quel niveau vous enseignez. J'aime ça connaître ma foule. Parce que ça va me permettre aussi d'adapter les exemples, parce qu'on a surtout des profs du secondaire, surtout des profs de l'intermédiaire, du cycle moyen, du cycle primaire, du cycle préparatoire. Donc, allez dans la zone de clavardage et n'hésitez pas à m'indiquer à quel niveau vous enseignez. Et si vous enseignez une matière en particulier, si vous êtes enseignant, disons, au secondaire, puis vous me dites, j'enseigne chimie, ou si vous êtes enseignant à l'élémentaire, puis vous me dites, moi, je fais surtout la technologie et les arts, par exemple. Donc, n'hésitez pas à me l'écrire. Moi, je vais vérifier ce qui se passe dans la zone de clavardage. Donc, je vois qu'il y en a qui commencent, il y en a qui font l'école virtuelle, on a des enseignants du cycle moyen, on a des enseignantes et enseignants aussi de 7e à 12e année. Ça, j'aime ça, une belle variété. Puis j'avais dit à Louis, quand on a commencé ces ateliers-là, c'est important de garder ça ouvert pour avoir la brochette de 1e à 12e année. Parce qu'un même sujet comme le jardin, je peux piquer la curiosité d'un enfant de maternelle ici, comme je pourrais faire de la chimie très avancée avec des élèves de 11e, 12e année ici aussi. Hein? On pourrait étudier les solutions, les concentrations, on pourrait s'intéresser au pH du sol. Tu sais, on peut aller chercher des concepts qu'on ferait dans le cours de chimie au secondaire, comme on peut éveiller l'émerveillement d'un enfant du cycle préparatoire. Ceci dit, quand je vous disais d'être inclusif, puis je vous parlais de différentes formes de jardinage, que ce soit dans votre école ou dans le domicile des élèves, il faut être inclusif. Donc, par exemple, une des formes de jardinage qu'on voit souvent dans les écoles, c'est la culture dans des grands bacs surélevés qui nous permettent là, de plus facilement gérer la mauvaise herbe, qui nous permettent de marcher autour, qui délimitent aussi un peu le jardin pour les élèves. Si on est pris au centre-ville de Toronto, peut-être qu'on a un balcon, donc peut-être qu'on va faire de la culture de balcon. Dans une école aussi, ça pourrait être une possibilité aussi. Peut-être aussi qu'on va faire, comme vous voyez ici aujourd'hui autour de moi, la culture de serre. Ça pourrait être une option aussi. Vous voyez, ça, je l'ai vu souvent dans les écoles. Ce qui se retrouve à droite, ce sont des systèmes hydroponiques. Donc, des systèmes qui utilisent de l'eau au lieu d'utiliser du sol et qui sont à la verticale aussi. Donc, ça permet de maximiser l'espace dans une école. J'ai vu beaucoup d'écoles qui encouragent le jardinage chez leurs élèves en utilisant des systèmes comme ça, par exemple dans l'agora de l'école, où les élèves explorent et chaque jour voient la laitue, voient les plantes pousser. J'ai même travaillé avec une école dans le nord du Québec, près du Labrador, qui faisait cette culture-là et qui la vendait dans la communauté. Parce que, évidemment, dans cette région-là, il n'y a pas de route qui se rendait là.
Donc, le seul moyen d'avoir de la laitue, c'était par avion ou par bateau. Et la plupart du temps, la laitue arrivait fanée. Donc, les élèves ont fait l'achat, l'école a fait l'achat de ces systèmes-là, et les élèves ont appris beaucoup de concepts scientifiques en termes de jardinage et aussi ont aidé la communauté. Donc, on avait un petit projet entrepreneurial aussi dans ce cas-ci. Ça pourrait aussi être des bacs dans votre salle de classe avec des fluorescents, comme vous voyez. Ça peut être une autre façon aussi de faire de la culture si on n'a pas accès. Je peux m'imaginer une école au centre-ville d'Ottawa ou au centre-ville de Toronto où il n'y a pas beaucoup d'espace vert autour de l'école. Ça peut être une option aussi. On essaie d'être inclusif, de penser à toutes les formes de jardinage qu'on pourrait faire avec nos élèves. J'ai même vu dans certaines écoles aussi les murs verticaux comme ça, où on fait de la culture sur les murs. Donc, on verdit les murs dans l'école. Donc, ça, c'est une autre belle option aussi. Évidemment, si on fait de la culture intérieure, il faut penser à l'éclairage pour s'assurer que nos plantes, et ça fait partie aussi des besoins de la plante. Hein, ça peut devenir des expériences que les enfants vont faire. Quel type d'éclairage permet la meilleure croissance de différents types de plantes aussi? Maintenant, on a une occasion unique ce soir. Le nouveau programme cadre en sciences est sorti. Et sans faire une formation complète sur le nouveau programme cadre, je pense que c'est important qu'on en parle pendant un petit 5 à 10 minutes avant d'aller voir les expériences qu'on peut faire dans le jardin. Donc, on veut tirer profit du nouveau programme cadre en sciences et technologies. Il faut se l'approprier, il va falloir le mettre en œuvre à partir de septembre prochain. Donc, pourquoi pas commencer à penser à la façon dont on va se l'approprier? Maintenant, si vous avez bien regardé le nouveau programme cadre, la bonne nouvelle, là, je parle pour première à huitième année, je ne parle pas pour le secondaire en ce moment. On s'attend à ce que le curriculum, le programme cadre de sciences 9e sorte imminemment, parce qu'on va devoir aussi le mettre en action en septembre. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les sujets n'ont pas changé. Hein? Si on parle des animaux en deuxième, on parle des plantes en troisième, on parle du son et de la lumière en quatrième, ces sujets-là, comme tels, n'ont pas vraiment changé. Il y a eu une petite réorganisation des attentes, des contenus et tout ça, mais les sujets généraux n'ont pas changé. Donc, si vous aviez déjà acheté de l'équipement pour votre classe, si vous êtes déjà à l'aise avec les sujets, ça ne devrait pas être trop difficile. Par contre, qu'est-ce qui change? Premièrement, on inclut le codage. Et ça, on pourrait faire un atelier complet sur le codage. Comment est-ce qu'on peut utiliser le codage pour faire des sciences? On a déjà vu dans les ateliers précédents comment est-ce qu'on peut faire du codage pour faire des maths. Là, on va faire du codage pour les sciences, pour représenter des concepts scientifiques, pour faire de la cueillette de données. Et je vais vous donner quelques exemples plus tard dans l'atelier sur des façons d'utiliser le codage, spécifiquement ici dans le jardin. On va regarder les percées technologiques aussi, que ce soit la réalité virtuelle, la réalité augmentée, hein, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, toutes les nouvelles percées technologiques, comment ça peut aider les scientifiques et dans ce cas-ci, comment ça pourrait aider notre jardin. Il y a un nouveau concept fondamental aussi, qui est l'automatisation. Et là, il faut faire bien attention parce qu'il y a des gens qui me disent l'automatisation. Ouais, ça pourrait causer des problèmes. Ça va enlever des jobs parce que les choses deviennent automatisées. Mais il faut aussi le regarder. L'automatisation permet, par exemple, de s'assurer qu'on ne fait pas de gaspillage alimentaire, que, par exemple, on automatise l'arrosage des plantes, on automatise la cueillette des plantes. On s'assure qu'on maximise l'espace qu'on a pour nos plantes. Donc, il faut regarder souvent les deux côtés de la médaille aussi. Et l'automatisation, je ne vous le cacherai pas, elle est très liée au collage. Il y a aussi un accent sur les métiers spécialisés, c'est-à-dire les différentes carrières qui sont possibles. Et ça, vous allez dire, wow, Dominique, tu nous en parles depuis le mois d'août. À chaque fois qu'on va dans un nouveau labo, le garage, la cuisine, la pente de ski, la forêt, la plage, on parle des métiers qui se retrouvent à ces endroits-là. Et ensuite, on parle aussi de littératie alimentaire. Littératie alimentaire, c'est d'être capable de devenir un citoyen qui comprend comment se nourrir, d'où vient la nourriture, comment est produite la nourriture, comment faire des bons choix alimentaires.
et l'éducation environnementale. Et là, j'aimerais voir un peu votre opinion. Je vais arrêter de parler un instant. J'aimerais voir votre opinion. Comment vous pouvez voir ces nouveaux sujets-là dans le curriculum, ces nouvelles choses-là, dans l'environnement où je suis ici, qui est le jardin? Comment est-ce que vous voyez des éléments du nouveau curriculum dans le jardin? Je vous invite à écrire dans le chat, peut-être par exemple me dire, ah, ben on pourrait peut-être utiliser la reconnaissance d'image pour savoir quand une plante est en train de jaunir ou quand elle est bien verte. Je pourrais créer du code pour vérifier quand une plante est en train de mourir, puis faire un système qui va automatiser les choses. Ça pourrait être quelque chose. Donc, je vous invite à regarder à l'écran les nouveautés du curriculum puis me dire quel lien vous voyez avec le jardin. Oui, donc il y en a qui voient l'automatisation de l'arrosage des plantes. Tout à fait. Excellent. Donc, je vois qu'on en a qui travaillent en jardin et en maternelle aussi. J'aime ça parce que vraiment, là, c'est l'âge où regarder un jardin comme ça, pour eux, c'est de l'émerveillement. Il y en a qui parlent beaucoup du codage pour l'irrigation, exactement. Ça peut peut-être vous faire peur, surtout si vous enseignez en première, deuxième, troisième. C'est-tu possible de faire du codage pour ça? Et ne vous inquiétez pas, un peu comme on le fait en maths, le codage en sciences va être graduel. On va commencer avec du codage plus simple en première, deuxième. On va représenter des petits concepts scientifiques, comme par exemple, on pourrait représenter des concepts comme l'interaction entre un animal et un végétal, avec une petite animation, par exemple, dans Scratch Junior. Ça serait très, très bien au cycle primaire. Mais à mesure qu'on avance au cycle moyen, intermédiaire, c'est là qu'on amène plus d'éléments de l'automatisation. Tout ça, c'est graduel dans le programme cadre. Donc, je vois aussi planter à partir de graines et observer. Donc, exactement. Ici, quand on plante à partir de graines, l'élève fait beaucoup d'apprentissage par l'expérience. Pendant que vous êtes en train d'écrire vos idées aussi, je vais juste passer aux autres choses qu'on retrouve dans le nouveau curriculum. Vous avez vu que si vous avez mis en œuvre l'apprentissage des maths, on parlait beaucoup de planification en spirale. Hein? On ne fait pas juste notre unité sur le sens du nombre, puis on n'en parle plus. Puis là, je passe à mon unité sur la mesure, puis j'en parle plus. Puis plus tard dans l'année, je fais mon unité, c'est probabilité, puis j'en reparle plus. On veut une spirale et on veut une intégration des domaines. Et vous allez voir que dans ce que je suis en train de vous présenter ici, déjà là, je vous ai montré que dans un projet englobant comme le jardinage, on vient chercher nos systèmes vivants, on vient chercher nos systèmes de la Terre et de l'espace. Je vais parler de structure et de mécanisme ce soir et je vais parler aussi de matière et énergie. Dans un projet, j'inclus les 4 domaines. Donc, à partir de l'an prochain, on va s'attendre à ce qu'il y ait des gros projets englobants, puis je fasse mes 4 domaines ou au moins 2 ou 3 domaines à la fois, pas seulement un domaine, puis j'en reparle plus. Vous allez voir aussi qu'on parle de projets STEAM, sciences, technologies, ingénierie et maths, qui sont intégrateurs, qui viennent chercher les différents domaines. On a aussi les 3 démarches et processus. Et ça, ils existaient dans l'ancien programme, mais maintenant, ils sont à l'avant-plan. Vous ne pouvez pas les manquer. Ils sont là, dans ce qu'on appelle le domaine A. Que l'élève soit capable de faire et de bien faire de la recherche, que l'élève soit capable de faire des bonnes expériences, et que l'élève puisse utiliser le processus de design en ingénierie pour sortir des inventions, des innovations. Et ces processus-là, on vient chercher beaucoup là, les habiletés que je vous montrais ici sur la grande hache. L'autre chose bien importante, c'est qu'un peu comme on l'avait fait en maths, on va maintenant avoir une reconnaissance, et ça, là, c'est très important en sciences, une reconnaissance de la contribution des Premières Nations, des Métis et des Inuits au savoir traditionnel scientifique. Hein? Regardez, avoir un double regard. La science moderne et le savoir des Premières Nations, Métis et Inuits, et comment ça peut se marier, ça. Et je travaille beaucoup avec les expo-sciences des Premières Nations, Métis et Inuits un peu partout au Canada, et c'est souvent ce que les enfants vont faire. Ils vont prendre des connaissances traditionnelles de leurs aînés, de leurs ancêtres, et ils vont les mettre à l'essai avec la science moderne pour valider leur hypothèse.
pour voir d'où viennent ces idées-là, d'où viennent ces concepts-là qu'avaient leurs ancêtres. Maintenant, avant d'amener vos élèves dans un jardin, on va être très, très clair. On veut s'assurer de consulter un enseignant en sciences du secondaire juste pour s'assurer de la sécurité. Tu sais, il y a des choses là qu'il faut vraiment faire attention. Il y a des plantes qui peuvent causer des allergies. On veut éviter aussi d'exposer des élèves aux moisissures. Donc, faites attention, si vous faites du compost, on veut composter, on ne veut pas moisir. Donc, il y a des petites mesures de sécurité comme ça à prendre pour s'assurer du bien-être des élèves. Si on ne mange pas une plante qui nous serait inconnue. S'il s'agit d'apprentissage à domicile aussi, assurez-vous que les parents sont toujours disponibles lorsque les élèves font les expériences pour assurer leur sécurité. Donc, ça, je le mentionne chaque fois, c'est important. Au niveau de l'équipement de sécurité, bien, les élèves qui font du jardinage, on veut éviter les coupures, on veut éviter, par exemple, qu'un élève s'enfonce un clou rouillé dans les mains. Donc, je suggère beaucoup d'utiliser les gants de jardinage. Je suggère, dans certaines expériences, d'utiliser les lunettes de sécurité. Dans certains cas où, si on s'approche, par exemple, d'un compost, on va vouloir utiliser un masque. Et là, on a l'avantage que maintenant, c'est rendu connu porter le masque. Donc, nos élèves, ça ne sera pas si bizarre que ça de porter un masque pour aller voir leur compost, par exemple. Et aussi, surtout après avoir manipulé du sol, on encourage les gens à se laver les mains. Donc, moi, je vais juste venir voir le chat, voir s'il y a des choses qui ont été ajoutées à ce qu'on avait commencé comme discussion. Oui, on parle d'éducation environnementale. Félicitations, Anne, d'avoir mentionné ça. L'idée de respecter les écosystèmes. Hein, on fait du jardinage, mais en faisant du jardinage, on respecte les écosystèmes. On va en parler beaucoup. Et ça, on peut venir chercher aussi beaucoup des savoirs traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Il y en a plusieurs qui parlent de capteurs solaires. Et ça, je suis très content que vous le mentionniez parce que dans la serre où je me retrouve en ce moment, je dois vous avouer qu'ils font de l'agriculture 365 jours par année sans avoir de système de chauffage qui fonctionne. Là, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'ils font ça? Et vous ne le voyez peut-être pas en ce moment, parce que là, ils les ont enlevés, il fait assez chaud en ce moment, mais ils ont des bouteilles d'eau. Les 2 litres sont remplis d'eau. Et ces bouteilles d'eau-là, pendant toute la journée, absorbent l'énergie solaire. Vous voyez un beau concept ici de matière et énergie qu'on pourrait même simuler en salle de classe. On pourrait le tester, surtout si vous enseignez chaleur 7e année. Les bouteilles d'eau absorbent l'énergie solaire tout au long de la journée. La nuit, il fait froid, cette énergie-là est relâchée par les bouteilles. Donc, la chaleur qui se retrouve dans les bouteilles est renvoyée ici dans la salle. Aussi, je ne vous le cacherai pas, ils vont utiliser, si vous regardez ici là, la toile, c'est une double toile. Comme ça, il y a un espace d'air entre les 2 couches pour nous permettre d'éviter que le froid puisse passer plus facilement. Donc, on a le concept d'isolant thermique. Donc, juste ici, en faisant une visite de cette ferme-là, déjà là, moi, je vois plusieurs concepts qui font partie de notre programme de sciences qui sont en action directement dans la serre. Donc, justement, je vous invite, vous êtes tous des enseignantes et des enseignants qui ont déjà enseigné les sciences, que ce soit au cycle préparatoire, au cycle primaire, au cycle moyen, au cycle intermédiaire et même au cycle supérieur. C'est pour ça que j'ai mis les 3 curriculums à l'écran. Le 1er à 8e, j'ai mis celui de 9e, 10e et celui de 11e, 12e. J'aurais aussi pu mettre celui de jardin d'enfants aussi. Je vous invite à penser dans un jardin, dans une ferme comme ça, quels sont les concepts de science. Là, je veux votre participation. Là. On fait un brainstorm, un remue-ménage. Quels sont les concepts de science qu'on apprend? Comme par exemple, je vais vous en donner un. En 3e année, on est censé voir les parties de la plante. Et quand j'ai des vraies plantes comme ça devant moi, c'est beaucoup plus facile de comprendre les feuilles, la tige, le fruit, la fleur, les racines, quand je les live devant moi. Donc, ça, c'en est un qui est très clair, là. Partie de la plante, 3e année, covered, c'est couvert. Check. Donc, je vous invite à penser, essayer de penser en dehors des sentiers battus. Quels sont les concepts de science que l'on retrouve ici? Et je vais arrêter le partage d'écran. Je vais m'assurer que ma serre ici est full screen, que vous la voyez bien. Je suis en spotlight, oui.
regardez autour de moi quel concept de science est-ce que j'ai ici autour de moi. Il y en a plein. Un remue-ménage en gang, on est une dizaine, là, je pense qu'on peut sortir plein d'idées. Donc, je vais commencer à dire ce que je vois dans la zone de clavardage ici. Il y en a qui me parlent des machines simples. On a plusieurs machines simples ici. C'est là qu'on vient chercher notre structure et mécanisme. Moi, je vois pas loin d'ici une brouette, un râteau, une pelle. Il y a énormément de machines simples qui sont utilisées, beaucoup de roues aussi et d'essieux qui sont utilisés sur la ferme ici. Il y a des poulies pour soulever les choses aussi que j'ai vues. Il y en a qui mentionnent les animaux. Bien qu'ici, il s'agit d'une ferme végétale, je ne vous cacherai pas qu'il y a des animaux. Ils ont un petit peu comme notre monsieur Louis du San Franco, ils ont des abeilles. Et les abeilles sont utilisées pour la pollinisation, s'assurer que les plantes qui vont produire des fruits sont pollinisées. Donc, oui, on a des animaux, mais il y a aussi des animaux qu'on ne veut peut-être pas, hein, que ce soit nos lapins, nos lièvres, nos écureuils, nos insectes ravageurs. C'est des insectes qu'on ne veut pas dans un jardin. On les veut évidemment dans notre société, mais on ne les veut pas dans un jardin à cause des dommages qu'ils vont créer. Donc, oui, on a le concept d'animaux, même s'il s'agit ici d'une ferme maraîchère. Oui, on a le concept de l'eau et de l'air. On ne peut pas faire de l'agriculture comme ça si on n'a pas une connaissance de l'air et de l'eau. Ce sont des concepts qu'on commence avec les tout jeunes. Je suis content, il y a quelqu'un qui a mentionné électricité et circuit, 6e ou 9e année. Veux pas, je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais il y a quand même un certain éclairage. Pour fournir plus d'éclairage, il y a des fils tout partout. Il y a aussi des capteurs de température qui sont utilisés par les propriétaires de la ferme. Donc, on a beaucoup de codage, mais on a aussi beaucoup de circuits ici qui sont nécessaires. Il y en a qui parlent aussi d'énergie. Et ici, on a toutes sortes d'énergie. Hein? On a de l'énergie solaire, on a de l'énergie électrique, on a aussi de la chaleur, donc de l'énergie thermique. Vous voyez peut-être qu'il y a un ventilateur derrière moi là-bas. On a de l'énergie ici mécanique, l'énergie cinétique, du mouvement. Il y en a qui parlent d'ondes électromagnétiques aussi. Par ondes électromagnétiques, je présume que vous parlez du spectre de la lumière, où on a la lumière visible, on a les infrarouges et on a les ultraviolets. Vous voyez qu'un sujet comme le jardin, là, on est en train de prendre des sujets du secondaire et des sujets du primaire. On a vraiment une grande variété de sujets. Il y en a plusieurs qui me parlent de physique aussi. Les systèmes sociaux aussi. En 8e année, il y a un domaine qui s'appelle les systèmes en action, où on a des intrants et des extrants. Une ferme, il y a des intrants, il y a des choses qui rentrent dans la ferme et il y a des extrants, des choses qui vont sortir de la ferme. Hein, on fait rentrer des semences, on fait rentrer des déchets pour le compostage et on en fait sortir aussi. On vend les fruits, on vend les légumes. Donc, et aussi, on a des extrants non voulus aussi, des indésirables. Ça arrive parfois qu'il y ait des extrants non voulus. Il y en a qui me parlent de la serre et de la composition. Tout à fait. La serre, c'est une structure ici. On voit la forme de l'arc, hein, dans la serre. Pourquoi est-ce que la forme de l'arc a été choisie? Si je me souviens bien, désolé, je ne me souviens plus première ou deuxième année, là, mais les propriétés de la matière transparent. Peut-être que les profs de première, deuxième, vous pouvez me confirmer si c'est en première ou en deuxième, là, mais transparent, translucide, opaque. Hein? Ici, qu'est-ce qu'on a choisi pour la serre? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Vous voyez que ça n'arrête pas. Merci de confirmer. J'ai Julie qui me confirme que c'est en deuxième année. Il y a tellement de stock qu'on peut explorer, qu'on peut discuter, qu'on peut faire avec les enfants directement dans une ferme ici. Et là, moi, je vais vous présenter mes expériences, les choses préférées que j'adore faire dans la ferme, mais dans le jardin. Mais évidemment, vous pouvez continuer à mettre des idées. Je vois qu'il y en a qui sont encore en train de taper. J'aime ça, c'est super. Merci pour votre participation super active aussi. Les matériaux en première année, oui, tu as raison. Hein, les matériaux qui ont été choisis, comme ici, je vois des poutres de métal, mais il y a une partie de la ferme qui est faite en bois.
Il y a une partie en plastique, hein, donc la serre est faite en plastique aussi. Donc, il y a les différents matériaux. En passant dans les matériaux aussi, sous mes pieds, ils ont une genre de pellicule qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc, ça fait partie des matériaux aussi. Matériaux imperméables. En 7e année, chaleur. Hein, donc, ici, si vous regardez, il y a beaucoup de choses qui sont noires pour garder la chaleur. Les pots dans lesquels se retrouvent les plantes sont noirs pour absorber la chaleur et non la réfléchir. Donc, je pense en 7e année aussi, ici, on a des transferts de chaleur par conduction, convection, rayonnement. Tu sais, ça n'arrête pas, là. Si on prend le temps de regarder, on est vraiment dans un environnement riche. Je pense que vous pouvez voir que j'en parle avec passion parce que je trouve que c'est tellement plus réel que de faire juste des sciences dans le labo où l'enfant va lire son manuel, puis il va faire une petite expérience plate, tandis qu'ici, il va le vivre, il va toucher. Hein, monsieur, madame, c'est chaud là, puis c'est froid ici. Moi, je le vis, là, je me suis mis quand même un manteau, puis je commence à avoir chaud dans la serre. Puis quand je sors dehors, je dis « Oh, c'est frisquet », je rentre dans la serre, c'est chaud. Donc, on a vraiment ici là, beaucoup de concepts au niveau de la propagation de la chaleur, comment la chaleur est absorbée par les différentes substances. Vous voyez aussi, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, mais là-bas, je vois un hygromètre aussi qui mesure l'humidité dans la terre aussi pour s'assurer que l'humidité, elle est à un bon niveau. Je ne vous dirai pas que je suis un expert du jardinage. On a Mme Elfaiza dans la salle qui est, si je ne me trompe pas, agronome, qui nous disait. On a aussi M. Louis qui fait beaucoup d'agriculture, beaucoup de jardinage, qui en connaissent beaucoup aussi, qui sont probablement plus experts que moi. Mais je pense que si vous pouvez amener cette passion-là, même si vous n'êtes pas un expert ou une experte, ça amène les élèves à s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. Donc, je vais reprendre ici la présentation PowerPoint suite à toutes les idées que vous m'avez données d'intégration avec le programme CAR. Là, maintenant, dans disons, la prochaine demi-heure ensemble, on va explorer certains concepts qu'on pourrait amener, comme par exemple la structure de la plante. Hein? Ça, c'est évident. Avec une serre, avec un jardin, les élèves peuvent vraiment voir la plante, pas juste sur un dessin comme vous voyez à l'écran, mais peuvent vraiment la voir pour de vrai. S'il y en a qui ont pris l'atelier de cet été, je vous invite aussi à aller revoir le microscope USB que j'utilisais. Très peu dispendieux et ça permet de vraiment voir, comme par exemple, les nervures dans la feuille, la composition de la feuille ou de la tige. Si on pourrait couper la tige, les élèves peuvent explorer. Ils pourraient voir, par exemple, quand on dit qu'une surface d'une feuille est souvent cirée, hein, c'est comme si c'est ciré, comme du papier ciré. Les élèves pourraient voir ça avec un microscope USB qui est très peu dispendieux. Je vous rappelle aussi que cet été, on avait parlé d'utiliser notre téléphone cellulaire pour observer. Il y a une loupe, une application loupe sur les téléphones Android et les téléphones d'Apple qui nous permet de créer des zooms extrêmes. Fait que ici, si vous avez une serre, c'est beaucoup plus réel que d'avoir des dessins au tableau parce qu'on peut vraiment observer les parties de la plante. Et n'ayez pas peur aussi, on parle de ne pas détruire les plantes, mais pour permettre aux élèves de bien voir l'intérieur de la tige, l'intérieur de la feuille, c'est correct de pouvoir couper ces choses-là. D'ailleurs, si je prends par exemple la laitue ici, le fait de couper quelques feuilles vont permettre à la laitue de continuer de produire pour avoir plus d'espace. Donc, ça vaut drôlement la peine. On a parlé aussi des différents éléments. Donc, ici, vous m'avez parlé de l'air et de l'eau. On a aussi le sol et on a aussi le feu. Donc, le feu, évidemment, celui-là, on en parle un peu moins, sauf peut-être dans les productions de bleuets, mais les autres, là, air, eau et terre, c'est certainement des choses qu'on va vouloir discuter avec nos élèves. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que les élèves réalisent d'où viennent les nutriments qui sont utilisés par la plante. Et ici, l'élève va réaliser que la plante, à comparer à un humain qui va manger, la plante obtient ses nutriments de différentes sources. Donc, par exemple,
la plante va obtenir son carbone, son hydrogène et son oxygène grâce à l'air et à l'eau, et aussi grâce au soleil par la photosynthèse. Hein, la photosynthèse va permettre de transformer le carbone, l'hydrogène et l'oxygène qui viennent de l'air et de l'eau pour former du sucre qui va permettre à la plante de se nourrir. Donc, c'est important, et ça, on le voit dans le concept de la photosynthèse, mais que l'élève réalise que, si on voulait faire pousser des plantes sans air et sans eau, ça serait impossible. Ce sont des éléments qui sont nécessaires à la vie. Si vous enseignez sixième aussi, peut-être amener l'idée de comment est-ce qu'on pourrait faire de l'agriculture si on décidait de s'installer sur une autre planète. Bien, c'est important que les élèves comprennent les nutriments qui sont nécessaires pour une plante. Ensuite, là, ici, c'est important, encore une fois, d'aller chercher du réel. Hein, parce qu'on a des mots compliqués comme azote, phosphore et potassium. Mais à quoi ça sert ces nutriments-là? Et je vous invite à sortir des sacs d'engrais. Donc, les sacs d'engrais, que ce soit un engrais de synthèse, hein, ce que souvent les gens appellent de l'engrais chimique, c'est un engrais de synthèse, donc qui a été produit par l'humain. On va voir 3 nombres dessus. N, P, K, azote, phosphore, potassium. Je sais que c'est peut-être un peu compliqué pour les enfants plus jeunes, hein, comme en maternelle, mais c'est important qu'ils comprennent que la plante doit se nourrir. Hein, sans rentrer que ce soit l'azote, le phosphore, le potassium, que les enfants comprennent qu'il y a différentes façons de nourrir une plante. On peut lui mettre un engrais de synthèse ou on pourrait lui mettre autre chose pour la nourrir. Du compost, du fumier, la farine d'os, la farine de sang. Et là, ça peut même être intéressant, par exemple, de les amener, disons, chez Canadian Tire, si c'est possible, ou d'amener ces choses-là à l'école pour que les enfants disent « Ah oui, il y a les nutriments aussi, comme l'azote, le phosphore, le potassium, dans ces engrais-là aussi. » Ça va être indiqué. Les élèves vont peut-être faire des observations aussi. Une des choses qui est super importante dans la fiche des habiletés scientifiques, c'est ici, dans la colonne orange, vous avez comparé et distingué. Donc, d'être capable de comparer des engrais de synthèse et les comparer à des engrais qui sont appelés absolument plus naturels parce qu'ils viennent de sources naturelles, hein, de la farine d'os, de la farine de sang. C'est fait à partir d'os et de sang des animaux. Du fumier, ça vient des excréments des animaux. Du compost, les élèves en ont peut-être fait. Donc, ils vont voir que les noms qui représentent ces nutriments-là sont habituellement plus faibles dans les engrais plus d'origine naturelle. Donc, les amener à comprendre, OK, ça vaut-tu la peine? Est-ce qu'il y a un danger à utiliser un engrais qui est très, très fort? Je vous invite aussi à les encourager, surtout s'ils sont un peu plus vieux, à faire de la recherche. Ils vont remarquer que chacun de l'azote, le phosphore et le potassium ont des utilités. Hein, comme l'azote va permettre à la plante de se former, hein, donc d'avoir ce qu'il faut pour se former. Les élèves vont peut-être remarquer aussi en faisant de la recherche que si on a un surplus de phosphore, qui vient par exemple des détergents dans nos eaux usées, ça peut créer une surpopulation d'une plante, comme par exemple les algues dans un lac. Donc, explorer ça avec les élèves dans la réalité. Tu sais, pas avoir peur d'amener des sacs d'engrais dans la salle de classe. Encore une fois, en respectant les règles de sécurité. Les élèves ne réalisent pas aussi que d'autres nutriments. Et souvent, les élèves ont souvent l'impression, ah, quand j'achète de l'engrais, j'ai NPK, j'ai azote, phosphore, potassium. Là, ils vont peut-être remarquer, ah, il y a du calcium. C'est pas dans le lait, ça, que le calcium. Les amener à avoir un regard critique. Ah ouais, les plantes vont aussi avoir besoin de calcium pour pousser. Est-ce que ça veut dire que si je mange une plante, il y a du calcium? Ils vont peut-être remarquer que, wow, il n'y a pas juste le lait qui a du calcium. Il y a plusieurs plantes, incluant ce qu'on appelle les légumes verts, comme les leafy greens, les légumes à feuilles vertes, comme par exemple le chou vert frisé, hein, l'épinard, contiennent aussi du calcium. Les plantes contiennent du calcium, contiennent du magnésium, du soufre. Si vous enseignez chimie au secondaire, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Avec les enfants plus jeunes, on va leur faire reconnaître que ces nutriments-là doivent venir du sol ou doivent être ajoutés au sol s'ils ne sont pas présents dans le sol. Tandis que les nutriments comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, ils viennent de l'air, hein, ils viennent de l'eau, ils viennent par la photosynthèse. Et là, il y a plein d'autres nutriments.
Et les élèves vont peut-être être surpris de voir que la plupart des sacs d'engrais qu'on achète n'ont pas ces nutriments-là. Là, il y en a qui risquent d'avoir peur. Hein, monsieur, du chlore, je pensais que c'était juste dans la piscine. Si je mets du chlore sur ma plante, elle va mourir. Il y a un mot important ici. Et je vous invite à peut-être me communiquer dans le chat. Vous avez vu que pour les autres, je parlais de macronutriments. Et pour celui-ci, je parle de micronutriments. Est-ce que vous pouvez me faire un lien entre les deux mots? Je vous invite à participer dans le chat et m'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire comme différence entre des macronutriments et des micronutriments. Et ça, on peut faire, même avec les tout petits, on peut faire le lien avec un humain. Un humain, il y a des choses qu'on mange en grande quantité et je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Je vais vous laisser le temps de participer. Exactement. Donc, les macronutriments sont nécessaires en grande quantité. Une plante, elle a besoin de beaucoup d'azote pour survivre. Par contre, elle a besoin de petites quantités de chlore, de zinc, de manganèse, de fer. Hein? Monsieur, je pensais que le fer, là, c'était juste en mangeant du bœuf qu'on avait du fer. Qui réalise qu'il y a aussi du fer dans les plantes. Peut-être en plus petite quantité, mais il y en a. Donc, c'est important de faire réaliser ces choses-là. Quand on vous disait que maintenant, il y a un focus sur la littératie alimentaire dans le curriculum, bien, on ne peut pas parler des plantes sans parler des nutriments qu'ils nous donnent. Donc, on a un beau lien à faire. Puis avec les plus jeunes, c'est important que, tu sais, quand on parle des besoins de l'humain en première, deuxième année, là, les besoins de l'humain, les plantes répondent à nos besoins. Les plantes prennent des nutriments dans le sol et prennent aussi des nutriments en changeant l'air et l'eau pour former leur sucre. Et ensuite, on se nourrit de ces plantes-là. On le garde plus simple. On ne parle peut-être pas de zinc, puis de chlore, puis de fer, puis de cuivre, puis de nickel, mais on lui fait réaliser que les plantes ont ces nutriments-là qui nous permettent de nous nourrir. Donc, dépendant du niveau scolaire, si j'enseignais en 9e année, en 10e année, 11e année, on regarderait les éléments, les composés chimiques qui font partie de ces plantes-là. On ne se limiterait même pas au chlore. On irait voir quel est le composé chloré qui se retrouve dans ces plantes-là. On irait plus loin. C'est vraiment là, toujours un continuum. Avant que je passe à cette activité-là, parce que là, on va parler d'une activité concrète à faire avec les élèves, je vous invite à aller sur le site Nutrients for Life ou en français, Nutriments pour la vie. C'est un site extraordinaire qui fournit des ressources pédagogiques gratuites aux enseignants pour parler des nutriments. Des ressources pédagogiques qui couvrent les tout petits jusqu'aux plus vieux. Donc, vous allez pouvoir aller chercher des plans de leçons qui se retrouvent sur ce site-là. Donc, si vous voulez couvrir ce sujet-là, ça se retrouve sur le site Web. Maintenant, parlons un petit peu d'une activité que vous pouvez faire. Vous voyez ici à l'écran, j'ai ce qu'on appelle des boules hydrophiles. Les boules hydrophiles, c'est le contraire des boules hydrophobes. Le mot phobe, quand j'ai une phobie, ça veut dire que j'ai peur. Des boules hydrophobes, ça veut dire que ce seraient des boules qui repoussent l'eau. Hein? On va souvent parler, par exemple, d'un vêtement qui est hydrophobe. Ça veut dire qu'il va repousser l'eau. L'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Là, ici, on a le contraire, hydrophile. Je vous invite à participer dans le chat. Selon vous, que veut dire le mot hydrophile? Si ça peut vous aider, il y a d'autres mots. Francophile, c'est quelqu'un qui aime la francophonie. Hein? Donc, un francophile, c'est quelqu'un qui aime la francophonie. Ici, on parle des boules hydrophiles. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? On va aller voir dans le chat. Je pense qu'il y en a qui ont commencé. C'est qui aime de l'eau. Et ça, vous avez peut-être vu ces boules-là dans un mariage. Hein? Dans un mariage, il y avait peut-être un beau centre de table avec des boules comme ça. Ce sont des boules, en anglais, on les appelle souvent des gel balls, donc des boules de gel. C'est comme de la gelée. Quand vous allez les acheter, si vous en achetez, c'est très peu dispendieux. Allez sur genre Amazon.ca ou n'importe où en ligne, là, je ne veux pas juste dire un vendeur, n'importe où en ligne, et cherchez hydrophilic balls ou gel balls. Moi, je les achète aussi chez Michaels.
très peu dispendieux. C'est très petit. C'est des boules, là, puis je voulais vous en amener, mais j'en avais pas chez moi aujourd'hui. C'est des boules, là, je vous dirais, là, à peu près 2-3 mm. Puis je sais qu'on a des enseignantes et des enseignants aussi en maternelle, jardin ici. Cette activité, je la recommande à tous les âges. Spécifiquement aussi, particulièrement chez les plus jeunes. Vous allez mettre ces boules-là dans l'eau. Ces boules-là sont hydrophiles. Ils adorent l'eau. Ils vont absorber l'eau. La plupart de ces boules-là vont grossir 40 fois leur taille originale. Fait qu'imaginez, tu as une boule de 2-3 mm, puis à la fin, elle mesure quasiment 2 à 3 cm de gros. Elle est beaucoup plus grosse. Et c'est comme une gelée. C'est quasiment comme du jello à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça dans le concept d'un jardin? Bien, moi, ce que j'adore, c'est de placer une semence à l'intérieur. Donc, on a déjà une première partie de l'expérience où l'élève a le plaisir d'observer les boules qui vont grandir, qui vont croître, qui vont devenir de plus en plus grosses lorsqu'on les met dans l'eau. En passant, ça prend à peu près 24 heures. En 24 heures, on va partir d'une mini boule pour avoir une boule facilement de 2 à 3 cm. Après 24 heures, on a ça. Là, on va percer un petit trou dedans et on va placer une semence. Au lieu de la mettre dans la terre, on va placer la semence dans la petite boule de gel. Et là, je vous demande dans le chat, selon vous, pourquoi je recommanderais ça? Pourquoi je recommanderais ça plus que de placer une semence dans un bac comme vous voyez ici? Pourquoi je recommanderais de mettre ça dans ces boules-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Je vais regarder dans le chat. Exactement. On voit très bien la germination. On voit les racines commencer à se développer. On voit la tige commencer à sortir. Et c'est un milieu humide. Pensez-y, il y a énormément d'eau à l'intérieur. Donc, on n'a pratiquement pas besoin de les arroser. La boule fournit l'eau à la plante. Évidemment, à un moment donné, on va vouloir la transférer dans des bacs comme ça pour faire pousser la plante. Mais originalement, pour le processus de germination, s'émerveiller en maternelle, jardin, imaginez à quel point on s'émerveille de voir la graine qui commence, la semence qui commence à changer en présence d'eau. On le voit très, très bien. Ma suggestion, c'est d'y aller avec des boules transparentes. Elles ne sont pas beaucoup vendues chez Michaels, les boules transparentes, parce que ça serait un peu plate dans un mariage. Tu ne les vois pratiquement pas. Ils sont transparents. Mais moi, je les trouve facilement là, en ligne. Je cherche Hydrophilic Balls et je les trouve en ligne. Donc, ça, c'est une première recommandation d'activité. Et pour les profs qui enseignent aux plus vieux, on peut s'amuser à changer les variables pour cette expérience-là. Qu'est-ce qui arrive si je change? Puis là, vous voyez ici, ça, j'en parle beaucoup quand on parle de concevoir une expérience. Ça fait partie de la démarche scientifique du nouveau curriculum. On nous demande de couvrir le concept d'une variable. Qu'est-ce qui change? Donc, par exemple, les élèves pourraient faire 10 boules régulières et pourraient faire 10 boules dans lesquelles on a fait grandir la boule dans de l'eau qui contient un peu d'engrais. Ou je pourrais faire 10 boules avec un éclairage régulier et 10 boules avec un éclairage fluorescent. Amener l'élève à penser à des changements. Maintenant, ce qui est super important quand on parle de plantes, c'est que ça prend un bon échantillonnage. Les élèves, c'est important qu'ils comprennent qu'on ne peut pas tirer des conclusions avec une seule plante dans chaque groupe. Si je veux comparer la lumière normale, incandescente, avec la lumière fluorescente, je ne peux pas faire pousser juste une plante sous lumière fluorescente et une plante sous lumière incandescente. Il y a trop d'autres facteurs qui pourraient influencer. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plusieurs. Hein? Donc, on recommande avec, par exemple, le cycle primaire, le cycle moyen, de peut-être y aller avec 10 dans chacun. Et rendu au cycle intermédiaire et au cycle supérieur, on va vouloir en faire plus que 10. Et évidemment, à partir du cycle moyen, l'élève commence à comprendre ce qu'on appelle les données de tendance centrale en maths. Donc, l'élève peut faire la moyenne, la médiane, le mode, l'étendue. Hein? Donc, il commence à comprendre ces concepts-là. Au cycle préparatoire et au cycle primaire, on va travailler beaucoup plus par comparaison. Ah, monsieur, moi, je remarque que toutes les plantes de ce côté-là sont plus petites que toutes les plantes de ce côté-là. Mais il y a une exception. Hein? Donc, on ne fera pas le calcul de la moyenne,
mais l'élève va être capable de comparer en regardant les deux groupes. Oh, je remarque qu'il y a beaucoup plus de feuilles jaunes à gauche que dans ceux-là à droite. Donc, on va travailler par observation avec les tout-petits et on va travailler par mesure avec les élèves plus vieux. N'oubliez pas aussi, j'ai mis un mot à l'écran, les variables incontrôlables. Il y a certains facteurs autour de nous qui sont difficiles à contrôler. On a eu une panne d'électricité, puis nos lumières se sont éteintes pendant 2-3 heures. Moi, j'avais dit qu'il fallait que ma lumière soit allumée 8 heures par jour, par exemple. Bien, pour une journée, ça n'a pas marché. C'est une variable hors de mon contrôle. Les élèves doivent reconnaître qu'il y a des variables qui sont plus difficiles à contrôler aussi. Donc, ça, c'était notre expérience pour les systèmes vivants. Maintenant, on va parler un petit peu des écosystèmes, parce qu'il y en a qui ont parlé d'écosystèmes un peu plus tôt. Si je prends un endroit comme je suis ici, c'est un très bel écosystème. On a ce qu'on appelle des facteurs biotiques, des facteurs abiotiques, on a des chaînes alimentaires, on a aussi des niveaux trophiques. Niveau trophique, c'est par exemple dans un écosystème, j'ai mes producteurs qui sont les plantes, j'ai des consommateurs herbivores, ensuite j'ai des consommateurs carnivores et omnivores. Donc, à chaque niveau où un consomme l'eau, on a une perte d'énergie. Ça, c'est des concepts qu'on commence à voir en écosystème 4e année, quand on parle des habitats et des écosystèmes. On en reparle en 7e année. Ensuite, on en reparle aussi en 9e année. Mais pourquoi pas utiliser le jardin? On a un bel écosystème ici. Puis si vous me dites, oui, mais il y a juste des producteurs, c'est une ferme de légumes ici, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des décomposeurs. Dans le sol, on a des vers de terre. On a aussi des lapins qui viennent manger notre laitue sans qu'on ne le veuille. On a aussi des organismes indésirables, des plantes indésirables, comme parfois on va avoir des mauvaises herbes, des pissenlits qui vont pousser dans notre jardin. Je dis indésirables, mais les pissenlits peuvent être délicieux aussi. Mais souvent, c'est qu'ils vont prendre le dessus dans notre jardin. On a aussi des insectes ravageurs. Donc, les élèves réalisent que ici, on a un écosystème. Si on change des choses dans l'écosystème, si on permet aux lapins de venir, et c'est un bel apprentissage aussi. Je vais vous dire, là, moi, l'an passé, mon quai, là, tout était mangé au complet, hein, en une nuit. C'est choquant, mais c'est un bel apprentissage aussi. C'est de mieux comprendre le concept de la chaîne alimentaire avec les élèves. 10e année spécifiquement, on parle beaucoup de biodiversité, mais je pense qu'on peut commencer à intégrer le concept un peu plus tôt. Vous voyez qu'ici à l'écran, j'ai des carottes et j'ai des tomates. Maintenant, pour un enfant de salle de classe, comment vous pensez qu'il peut réagir à ces images-là? Je vous invite à m'écrire dans la zone de clavardage. J'ai choisi ces images-là spécifiquement à l'écran. Pourquoi vous pensez que j'ai choisi ces images-là et quel effet ça peut avoir dans ma salle de classe? Je vous invite à partager parce que moi, j'utiliserai ces images-là dans une salle de classe. Pourquoi et qu'est-ce que ça amène comme discussion avec nos élèves? Super, Louis mentionne que le pissenlit est excellent pour les abeilles. Donc, même si on considère le pissenlit comme une mauvaise herbe, c'est aussi quelque chose de bon aussi. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs élèves qui vont trouver les couleurs bizarres. Il y en a qui vont dire qu'il y a plusieurs variétés ici. Les élèves ont été tellement habitués à ce qu'à l'épicerie, la plupart des carottes sont oranges. Puis il y en a qui mentionnent l'inclusion. Excellent. J'adore ça. Dans la société aussi, on est tous différents. Et malheureusement, dans les épiceries, ils nous ont comme conditionnés à ce qu'une carotte soit toujours orange. Ils nous ont conditionnés à ce qu'une tomate soit toujours rouge et bien ronde. Ce que vous voyez ici, vous avez différentes variétés. Donc, on a des carottes mauves, des carottes rouges, on a des carottes jaunes, des carottes oranges. On en a des plus petites, on en a des plus grosses. Et ces carottes-là, l'avantage de consommer une variété de carottes, c'est que ça nous amène des nutriments différents. Hein? Ils contiennent des colorants naturels qui sont différents, qui vont fournir des éléments chimiques dont le corps a besoin, qui sont différents.
Et à moins que vous habitiez dans une région où il y a, par exemple, une épicerie Farm Boys ou une épicerie de type Whole Foods ou qu'il y a un farmer's market, un marché fermier, il y a des grosses chances que les élèves, s'ils vont seulement chez Métro et chez l'Oblast, n'aient pas la chance d'être exposés à cette biodiversité-là. Et c'est là que vient un peu votre rôle. Hein? Assurez-vous que lorsque vous achetez des semences pour travailler le jardin avec vos élèves, de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, de ne pas avoir peur de commander des poires, des tomates poires jaunes ou de commander des tomates zébrées, comme vous voyez. Il y a des tomates vertes zébrées qui se mangent vertes et qui sont délicieuses. À gauche, on appelle ça des tomates, en anglais, des tomates heirloom. Euh, Louis, tu peux peut-être m'aider avec la traduction française. Il y a un mot, c'est des tomates, c'est pas héritage. Il y a un mot pour ça, là, pour parler des tomates qui sont les variétés, pas originales, mais qui sont des variétés plus anciennes, qui nous offrent cette variété-là après qu'on ait choisi d'aller juste avec la tomate rouge régulière. Ancestrale, merci beaucoup. Je savais que ça avait par rapport à nos ancêtres. Merci beaucoup, Louis. Donc, des tomates ancestrales. Donc, n'ayez pas peur de chercher des variétés pour que l'élève dise waouh, hein, c'est bon ça. Des tomates plus noires, des tomates plus jaunes, des tomates plus vertes et qui réalisent que c'est extrêmement bon. Des tomates aussi, vous êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a le concept du ugly food, hein, la nourriture laide, des tomates qui sont laides, des carottes qui sont laides. Et malheureusement, dans les épiceries aussi, ils font le choix volontiers de jeter ces aliments-là ou de ne pas les vendre à la consommation ou de les transformer en jus de carotte, en jus de tomate, pour ne pas que les gens voient ça. Mais je pense que pour reconnaître qu'on a une belle biodiversité, c'est correct d'avoir des légumes qui sont laids, qui ne correspondent pas à la norme. Et justement, ça existe aussi chez les œufs. Les élèves sont tellement habitués que c'est les œufs blancs ou les œufs bruns réguliers, toute la même taille qu'on voit à l'épicerie. Lorsqu'ils achètent des œufs dans un marché fermier, ils vont remarquer qu'il y a toutes sortes de grosseurs et toutes sortes de couleurs. Donc, je pense que c'est important. Et pour les élèves de sixième année, ça amène l'idée de la biodiversité. Et en sixième année, on parle aussi de l'importance de, varier parce que si, par exemple, une maladie, si, par exemple, un parasite s'attaque à une espèce en particulier de tomate, et ça adonne que c'est la tomate que nous, on a choisie qui est le modèle pour tout le monde, bien, ça pourrait causer des ruptures de stock dans les épiceries. Tandis que si on a une variété, bien, il y a plus de chances qu'on puisse protéger nos variétés parce que, par exemple, un certain parasite pourrait s'attaquer plus à une certaine variété. Les élèves aussi, en vivant le processus ici, tu sais, moi, je vous ai dit, puis je vais arrêter la présentation un instant juste pour vous montrer ce qui se retrouve autour de moi. Ce que vous voyez ici, là, ces légumes-là que vous voyez ont poussé tout l'hiver. Ce sont des légumes d'hiver qui ont poussé ici dans la serre avec aucun chauffage en particulier. Donc, seulement en utilisant l'énergie du soleil, l'isolation. Évidemment, dans les mois de décembre, la dame qui possède la ferme me dit dans les mois de décembre, là, ça ne pousse pas beaucoup, mais ils ont survécu au froid canadien qu'on a. Évidemment, ici, on est dans la région de Belleville. On n'a pas un froid aussi difficile que si j'habitais à Timmins ou à Sudbury, mais quand même. Les espèces qui ont été choisies ici, c'est des espèces qui ont été choisies qui résistent plus particulièrement au froid. Donc, lorsqu'ils ont choisi ces espèces-là pour être ici tout l'hiver, ils ont choisi des espèces résistantes au froid. Donc, encore une fois, ça fait partie de la biodiversité de reconnaître qu'il y a des espèces qui sont plus résistantes au froid, que des espèces qui sont plus résistantes aux maladies. Donc, oui, il y en a qui mentionnent, et super, on parle de s'adapter, s'adapter au climat. Donc, s'adapter à la présence de certains insectes. Donc, ici, cette sélection-là a été faite. Et cette dame-là vend de la laitue comme ça, des épinards, du chou vert frisé tout l'hiver à ses clients. Ce qu'elle m'explique, c'est quand il arrive le mois de décembre, ça devient plus pour la consommation familiale et ils reprennent avec la clientèle là, un peu plus tard dans l'année. Donc, biodiversité, concept super important, qui vient beaucoup toucher aussi le concept
de littératie alimentaire demandée par le programme. Maintenant, j'ai mis ici un mot important à l'écran. Je vous invite à participer encore. C'est le mot espèce indigène. Et on peut peut-être faire le lien aussi, par exemple, lorsqu'on parle des Premières Nations métisses et Inuits. En anglais, on va utiliser le mot indigenous. Hein? Donc, en français, on n'utilise pas le mot indigène, évidemment, pour parler des gens, mais on l'utilise pour les plantes. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je parle de plantes indigènes à l'Ontario? Donc, de plantes indigènes à l'Ontario. Je vous invite à participer dans le clavardage. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je parle de plantes indigènes à l'Ontario? Exactement. Et ça fait partie aussi de notre étude des écosystèmes, de reconnaître que c'est des plantes qui sont originales à l'Ontario, qui ont toujours poussé en Ontario. Quand on parle de s'adapter, ce sont des plantes qui s'adaptent très bien à l'Ontario. Ce ne sont pas des plantes qu'on a amenées d'ailleurs et qu'on a introduites en Ontario. Donc, ici, la ferme, en passant, se spécialise dans les espèces indigènes. Si vous voulez faire votre parterre, hein, votre décoration, dans une autre serre, ils ont toutes des plantes de parterre, donc pas des plantes comme des légumes, mais des plantes qui sont indigènes à l'Ontario. Donc, il y a moins de chances que votre parterre devienne laid parce que les plantes sont bien adaptées à la région ici de Belleville, en Ontario. Encore une fois, je vous donne comme idée ici de faire des partenariats avec les Premières Nations métisses et Inuits de votre région parce que, évidemment, eux qui connaissent bien la terre, connaissent bien la nature autour d'eux, les aînés, surtout des Premières Nations métisses et Inuits, peuvent partager avec les élèves certaines des espèces indigènes. Comme vous voyez ici, l'asclépiade des papillons, et justement, j'avais une discussion avec Louis un peu plus tôt. Il existe plusieurs variétés d'asclépiades, hein, comme l'asclépiade commune. Lui dit que c'est ce qu'il a sur sa propriété. Mais il y a 6 variétés là, que j'ai pu trouver qui sont indigènes à l'Ontario, donc qui vont mieux pousser en Ontario et qui vont offrir des belles fleurs pour permettre aux différents papillons de pouvoir survivre. Ça, sans le vouloir, tantôt, vous me l'avez même dit. Vous m'avez dit, Dominique, on a l'eau, on a le cycle de l'eau, hein? On a l'air aussi. Donc, le cycle de l'eau fait partie des contenus d'apprentissage au primaire et le recyclage de la matière organique. Ça commence à faire partie en 7e année et un peu plus au secondaire aussi, quand l'élève étudie la chimie. Donc, il y a plusieurs cycles qu'on peut étudier. Le cycle de l'eau, qui est très clair avec les enfants du primaire, qui fait partie ici, comme la serre. Les élèves vont voir, moi, je vois ici des gouttes sur la serre. Là. Il y a de la condensation qui se fait, il y a des précipitations qui se font, il y a de l'infiltration dans le sol. Donc, on a les différentes parties du cycle de l'eau justement dans un petit écosystème comme ça ici. Mais on a aussi le cycle de l'azote et le cycle du carbone. Avec les enfants plus vieux, il y a une belle façon de faire le lien entre ces cycles-là. Et quelle meilleure façon de faire ce lien-là qui est de faire du compostage? Donc, je vous suggère de commencer à l'école un système de compostage. Je réalise que oui, la plupart des municipalités vont collecter la matière organique maintenant dans des bacs verts ou des bacs bruns. Mais je pense qu'il y a un bel apprentissage pour les élèves de réaliser, même les plus jeunes, de réaliser qu'on met tous nos déchets organiques, qui reconnaissent la différence entre des déchets plastiques, par exemple, versus de la matière organique et qui puissent faire leur compost. Maintenant, il y a aussi des expériences scientifiques à faire. Il y a des facteurs qui font que la matière se décompose mieux que d'autres. Parmi les facteurs importants, vous avez l'aération. On ne peut pas avoir un bac de compost qui n'a aucune aération. Et si vous achetez des bacs de compost, vous allez voir les petites fentes qui permettent l'aération. Il y a aussi la température. Un compost, même en hiver, un bon compost va demeurer chaud et ne gèlera pas. Lorsque j'ouvre mon compost l'hiver, je vois de l'évaporation de l'eau parce que mon compost demeure chaud, parce que constamment, les vers de terre qui sont à l'intérieur sont en train de décomposer la matière. Ça prend de l'humidité aussi. Si on a un compost totalement sec, ça ne fonctionnera pas.
mais on ne veut pas trop d'humidité non plus, on ne veut pas que ça soit de la boue. Et un bon compost aussi va être brassé. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on ne dit pas les réponses aux élèves, mais on les invite à faire plusieurs composts et à changer certaines des variables. Donc, les élèves ont peut-être remarqué, oh, monsieur, quand j'ai un compost très humide, trop mouillé, la décomposition ne se fait pas bien. Je vous rappelle les règles de sécurité ici, hein, le port du masque pour éviter que l'élève respire des moisissures. Et aussi, bien, on se lave les mains, on porte des gants si possible lorsqu'on travaille avec la matière organique. Donc, ça, c'est une expérience que je vous suggère de faire. Et je vous suggère aussi de contrôler les variables. Hein? Si je décide de comparer, disons, l'effet de l'humidité, je vais garder toutes mes autres variables pareilles. Juste avant de passer au sol aussi, je veux juste vous mentionner, si ça vous intéresse, il existe une ferme de vers de terre à Ottawa qui s'appelle Smart as Poop. Smart as Poop. Et cette ferme de vers de terre-là ont créé des ressources pédagogiques en français et en anglais sur leur site web qui peuvent être téléchargées et ils font des présentations aux élèves. Si vous décidez de faire du compost, il n'y a rien de mieux qu'à vous acheter un sac de vers de terre. C'est la variété qui s'appelle les Red Wiggly. Donc, ce sont des vers de terre rouges. Et ces vers de terre-là sont excellents pour consommer la matière organique et les élèves vont réaliser que les excréments du ver de terre, c'est ce qui forme l'humus, c'est ce qui forme le compost par après. D'ajouter des vers de terre à votre compost, bien, ça va rendre le compost, ça va rendre la décomposition beaucoup plus rapide. Un compost en santé va avoir beaucoup de vers de terre. Les vers de terre aussi vont se faire des canaux, donc vont aérer le compost. Ce sont toutes des choses que même un jeune enfant du cycle préparatoire et primaire peut commencer à observer, mais un enfant du cycle moyen, intermédiaire et supérieur peut prendre des mesures, hein, peut contrôler le brassage, peut mesurer la température, peut mesurer le pH de son compost quand il arrive au secondaire. Toutes les activités que je vous présente, j'espère que vous allez voir que vous pouvez le faire à tous les niveaux. Ensuite, là, je veux particulièrement parler des sciences de la Terre et de l'espace. Une expérience que j'adore faire, c'est de comparer les types de sol. Sablonneux, limoneux, argileux et du sol qui contient beaucoup de matière organique. Et que les élèves fassent des expériences. Dans quel type de sol mes plantes poussent mieux? Pourquoi pas faire une expérience, comparer différents types de sols? On vient, surtout en troisième année, on vient chercher la plante et on vient chercher les types de sols. Maintenant, une des choses qu'on fait comme expérience avec les types de sols, c'est le concept de la rétention d'eau du sol. Et je vous présente comment faire l'expérience, super simple. Encore une fois, chez les petits, on peut travailler de façon plus imagée, moins mesurée. Chez les plus vieux, on peut mesurer. Donc, ça va vous prendre une belle entonnoir comme ça ici, un entonnoir. Ça va vous prendre des filtres à café. Ah, je pensais en avoir apporté, mais je les ai oubliés. Donc, ça va vous prendre des filtres à café. Et vous allez placer un filtre à café dans l'entonnoir ici. Ensuite, vous allez remplir votre entonnoir de sol, donc de sable, ou de limon, ou d'argile, ou d'un mélange du sol qui contient un certain pourcentage de matière organique. Comme par exemple, je pourrais, tu sais, avec des pluvieux, là, je pourrais faire sable et matière organique. Hein, quand je parle de matière organique, je parle de compost, là. Je pourrais faire genre 0 de sable, 100 de matière organique. Ensuite, faire 80 sable, 20 matière organique. Ensuite, faire 60 sable, 40 matière organique, etc., jusqu'à temps que je me ramasse à 100 sable. Et là, pour faire l'expérience, c'est très, très simple. Vous prenez une tasse à mesurer, un cylindre gradué, un bécher, quelque chose pour mesurer le liquide. Et vous allez verser le liquide et vous allez avoir un autre contenant en dessous et vous allez voir combien de liquide se retrouve en dessous. La différence entre le liquide mis en haut, l'eau mise en haut et l'eau retenue en dessous, ça correspond à la quantité d'eau qui a été absorbée. Donc, vous pouvez voir lesquels des sols retiennent mieux l'eau et lesquels des sols retiennent moins bien l'eau. Et comprendre une plante. Est-ce qu'une plante a besoin que le sol retienne l'eau? Se poser la question. Les élèves vont probablement remarquer qu'il faut que le sol retienne une partie de l'eau, mais s'il retient trop d'eau, ça va créer des inondations.
Donc, ça va être mauvais pour la plante. Il faut avoir un juste milieu ici. Et si je remets la liste des sols, je vous invite à participer dans le chat. Selon vous, lequel des sols va moins bien retenir l'eau? Si je les remets ici, les types de sols, quel type de sol retient moins bien l'eau parmi la liste que j'ai mise ici? Quel sol retient moins bien l'eau parmi la liste? Je vous invite à participer. Évidemment, là, vous allez le dire un petit peu comme ça, mais les élèves, on veut qu'ils l'expérimentent. Hein? Donc, un sol sablonneux, exactement. Et les élèves pourraient même essayer un sable qui contient du gravier aussi. Ils vont réaliser qu'un gravier ne retient vraiment pas bien l'eau. Encore une fois, si on revient à l'idée d'utiliser une loupe aussi, observer la grosseur des grains de sable, de limon, d'argile, observer de quoi a l'air la matière organique sous la loupe. J'en ai parlé dans toutes les formations. Je le répète, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Les bras de levier, les bras de charge, les fameux leviers, ils existent aussi. Le meilleur exemple dans le jardin, puis on en a parlé un petit peu aussi quand on a travaillé dans le garage, c'est la brouette. La brouette est un levier du deuxième genre parce que si vous regardez, j'ai mon point de pivot à un bout, j'ai ma charge, la terre ou la roche dans le milieu, et j'ai la force appliquée à l'autre bout. Donc, dans ce cas-ci, un levier du deuxième genre, la charge se retrouve dans le milieu, ce qui fait que c'est plus facile de le soulever. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler avec les autres types de leviers, comme par exemple la pelle, les ciseaux et d'autres équipements de jardinage, comme par exemple un râteau. Et ce que je veux juste vous montrer, là, c'est que quelque chose comme, disons, les ciseaux, ça, c'est fait pour couper les branches d'arbres. Le point d'appui ou le pivot se retrouve ici au centre. J'ai ensuite, ma force appliquée se retrouve ici, juste au bas, et la charge, l'objet que je veux écraser, se retrouve ici, dans les dents, comme ça ici. Donc, ici, j'ai charge, point d'appui et force. Donc, qu'est-ce qui est au centre? Pas au centre, mais entre les deux, c'est le point d'appui. Donc, dans ce cas-ci, c'est un levier qui se trouve à être un levier du premier genre. Donc, si je reviens ici au type de levier, là, vous allez voir que c'est un levier du premier genre où le point d'appui se retrouve entre la charge et l'objet. Donc, si vous travaillez les machines simples, de travailler avec vos élèves, et là, vous allez réaliser pourquoi est-ce qu'il y a des bras aussi longs. Hein? Pourquoi mes ciseaux ici ont des bras aussi longs? C'est que ça me permet de multiplier ma force. En 8e année, vous allez travailler toute l'idée du gain mécanique ou de l'avantage mécanique. Je passe pas plus de temps parce que j'en ai parlé dans toutes les autres formations. Si vous voulez des idées, là, parce qu'on a retrouvé des machines simples, des leviers partout, partout. Dans toutes les labs qu'on a fait, que ce soit le jardinage, que ce soit la cuisine, que ce soit la forêt, que ce soit la conciergerie. Allez voir celui-là, c'est la conciergerie. On a trouvé plein de leviers et de machines simples dans la conciergerie. Ensuite, là, je termine avec les structures. En plus de faire un jardin à vos élèves, pourquoi pas leur faire faire des structures? Hein, on parle de structures et mécanismes, des structures qui sont stables et solides. Si vous faites un jardin à la verticale comme ça, on va vouloir baisser le centre de gravité, mettre beaucoup de masse dans le bas pour pas que ça se renverse. Donc, on peut travailler ces concepts-là, même dans un projet de jardinage. Fait que quand je vous parlais d'apprentissage en spirale, hein, des projets STEAM intégrateurs qui viennent chercher tous les domaines, regardez, j'ai mes plantes en système vivant. J'ai mon sol en sciences de la Terre, de l'espace. Et là, maintenant, j'ai la résistance structurelle et la stabilité en structure et mécanisme. Puis, j'ai probablement les propriétés des liquides quand je vais travailler ma matière et mon énergie. Un autre exemple de projet STEAM qui pourrait être fait, vos élèves, parce que là, quand on parle de projet STEAM, on parle d'inventer, de créer des systèmes, créer un système pour ramasser l'eau afin d'arroser le jardin. Et ça, moi, je suis allé travailler là, il y a quelques mois à Kinshasa, au Congo. Et là-bas, le seul moyen de prendre ma douche, c'était qu'on avait des réservoirs d'eau comme ça qui recueillaient l'eau tout au long du mois. Et lorsqu'on prenait une douche, bien, ça le prenait du réservoir d'eau. Donc, de réaliser la rareté de l'eau sur la planète et comment est-ce qu'on peut la réutiliser.
Finalement, l'automatisation, quand on parle d'invention, on parlait de codage. Si ça vous intéresse, pendant que Louis finit la rencontre avec sa petite conclusion, je vais vous mettre le lien vers un de mes billets de blog. L'an passé, j'ai travaillé avec des élèves du centre Jules Léger et ils ont créé des systèmes de jardinage automatique. On s'en allait en pandémie, il y avait un lockdown qui s'en venait. On venait de créer une serre dans cette école-là et les élèves ont tous automatisé la serre en faisant leur propre codage pour que la serre fonctionne à distance. À distance, ils pouvaient voir la température, l'humidité. Il y avait des mécanismes qui faisaient des petites pompes. Ça, c'est possible. Si jamais on parle de percée technologique dans le nouveau curriculum, allez voir l'atelier de l'été passé. On a parlé de l'application Seek. Quand on a une plante qu'on ne connaît pas, installez Seek, SEEK, sur votre téléphone cellulaire et vous allez être capable de reconnaître n'importe quelle plante. Vous avez ici le formulaire de rétroaction. J'espère que vous avez appris, que vous avez le goût de faire un jardin avec vos élèves. Peu importe le type. Le goût de faire un jardin avec vos élèves, de voir vos structures, vos mécanismes, vos liquides, la matière, l'énergie, de faire des systèmes vivants, les écosystèmes, les besoins de la plante, les besoins des animaux, et aussi, bien, de faire vos systèmes de la terre et de l'espace, comprendre comment fonctionne le sol et tous les nutriments qui sont nécessaires pour permettre la vie sur la Terre. Donc, je vous donne dans quelques instants le lien vers le formulaire de rétroaction dans le chat. Je vais vous mettre mon billet de blog. Et Louis, je te donne la parole pour terminer cet atelier-là en blog. Alors, ben, écoutez, ça me fait plaisir de vous remercier. Premièrement, Dominique, pour cette excellente formation. C'était fantastique. Et puis, à tout le monde, ben, je vous dis merci. Et moi, je vais arrêter l'enregistrement et je vous reviens dans quelques instants. Je vous mets ici le lien vers